à tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifié Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Patrice Choche. Je l'ai rencontré lors des rencontres du PMI 2023 où il était conférencier avec Tanguy Le Dantec, un autre invité de Projetez-vous. Patrice Choche s'intéresse à notre futur et il nous propose des points de vue et des angles intéressants et en tant que chercheur, construit le monde de demain. Il a plusieurs activités qu'il ne manquera pas de vous exposer dans l'épisode. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute à la découverte de Patrice Choche et de sa vision du futur de l'entrepreneuriat, de la gestion des projets et des projets à impact. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Patrice Choche, enseignant-chercheur responsable du département entrepreneuriat et innovation à l'EDC Paris Business School. Il est passionné par le pilotage stratégique des organisations et cofondateur du Think Lab Territoire 360. On va vous expliquer tout ça dans cet épisode. Donc moi, j'ai rencontré Patrice lors des rencontres du PMI 2023 où j'avais été une des organisatrices et il venait présenter une conférence sur le management de projets à impact avec Tanguy Le Dantec que j'ai déjà reçu dans Projetez-vous. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans la description. Pour moi, ce sont des personnes qui sont très passionnées et très intéressantes et c'est pour ça que j'ai invité Patrice. Je suis vraiment intéressée par tes articles et tes actualités. J'aimerais j'aimerais le partager avec nos auditeurs. Donc, bonjour Patrice. Un grand merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Mirvet. Enchanté. Merci de l'invitation. Donc, Patrice, je commence comme d'habitude. Je sais que tu as beaucoup d'activités. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et ce qui t'a amené aux activités que tu fais aujourd'hui Tout à fait. Alors, on va dire que mon parcours avant d'être enseignant-chercheur, en fait, il faut remonter facilement presque 20 ans en arrière. Donc, en fait, alors, très rapidement, je suis juriste de formation. Je suis intéressé très rapidement à la gestion de projet. Et après une maîtrise en droit des affaires, j'ai voulu faire un DESS, master 2 aujourd'hui, en entrepreneuriat et management de projets innovants. Alors, la gestion de projet, l'entrepreneuriat, on va dire que ça date de 2001-2002, avec quand même des expériences associatives qui m'ont amené à m'intéresser à ça. Et puis, j'ai découvert également un domaine qui est le domaine de la stratégie et notamment de l'intelligence économique pendant cette période. Après, j'ai travaillé sur une création d'entreprise qui faisait plutôt du conseil, de l'accompagnement sur des projets hôteliers. Et rapidement, j'ai rejoint de grands groupes, notamment sur la gestion de projets plus ou moins complexes. Alors, complexes au sens, on va dire, beaucoup d'interlocuteurs et au niveau des coûts, mais assez simple par rapport à d'autres projets plus techniques, mais qui portaient plutôt sur l'implantation d'enseignes ou de centres commerciaux. Donc, ça mêlait à la fois l'immobilier, la partie business développement et business plan, etc. Donc voilà, ça, on va dire que ça a été un travail pendant assez longtemps. Et j'ai toujours eu en tête ce sujet sur l'intelligence économique. Et donc, j'ai ainsi, plus tard, commencé une thèse
en sciences de gestion donc abouti en fait à un sujet sur l'intelligence stratégique localisée ou comment optimiser la veille et l'influence d'une irrigation publique ou privée sur son territoire. C'est en résumé, voilà. Donc, voilà. J'ai travaillé également sur des projets plutôt d'innovation, type start-up, en lien quand même avec mes recherches. Et puis depuis presque maintenant 5 ans, je suis enseignant-chercheur, donc à l'Université de Rennes 1 pendant 3 ans, et puis depuis presque 2 ans à l'EDC Paris Business School, où je suis à la fois enseignant-chercheur. Je me suis également occupé de la spécialisation entrepreneuriat et innovation, et je suis aujourd'hui responsable du département entrepreneuriat et innovation. Alors, tout ça m'a amené à travailler dernièrement sur des projets, parce qu'en fait, qui dit recherche dit projets successifs. Et là, les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est justement la création de 2 chaires recherche. Donc, une qui est directement rattachée au département entrepreneuriat et innovation, donc, qui s'appelle Impact Lab. Donc, cette chaire est plutôt orientée sur comment peut-on intégrer la notion d'impact, d'entrepreneuriat à impact, mais également gestion de projet impact. On pourra en discuter plus longuement tout à l'heure sur la notion d'impact et l'innovation territoriale. Et une autre chaire qui, elle, est rattachée au département d'une de mes collègues qui est sur le management et la stratégie, qu'on appelait EasyIT Lab pour intelligence stratégique, innovation et transition. Alors, l'articulation des 2 chaires est assez intéressante puisque EasyIT Lab a plutôt une vision macro, donc macro-environnementale, les enjeux, etc. Donc c'est assez intéressant. Et Impact Lab a plutôt une vision opérationnelle sur, finalement, au vu des problématiques que l'on peut rencontrer dans l'environnement, je parle d'environnement, entreprise, organisation, pas forcément au sens, écologique, et comment on peut mettre en place des actions concrètes d'un point de vue plus pratique. Voilà. En quelques mots, quelques minutes. Merci. En tout cas, c'est très complet. Et moi, tout ce que je retiens, c'est que à la base, tu as une forte composante de gestion de projet et ça t'emmène à faire ça t'a emmené vers des carrières que maintenant, je pense que ça donne tout son sens pour toi. Donc, les projets à impact, l'intelligence économique et que finalement, je pense que ça a découlé. Tu fais toujours des projets, mais maintenant, tu fais des projets dans ton qui sont en accord avec ton cœur, en accord avec et qui donnent du sens par rapport aussi au monde actuel, puisque j'entends beaucoup d'innovation, et j'entends donc beaucoup d'adaptation et de connaître un petit peu les tendances et de donner les outils en étant enseignant-chercheur et avec tes 2 chaires pour pouvoir préparer demain. Donc, je pense que pour moi, ça donne tout son sens. Donc, j'ai essayé un peu de résumer cette carrière qui est longue, pleine d'expériences et que je pense à chaque fois que je vais te poser des questions, ça va nous donner encore un peu plus un avant-goût de ton expertise. Et puis, si les auditeurs cherchent à te contacter, je mettrai bien sûr tous les liens. Donc, tu m'as parlé de la première chaire qui est pour l'impact. Donc, tu es très actif sur le thème de la gestion des projets à impact, mais en général des impacts qu'on laisse nous-mêmes sur la planète, notamment dans le cadre, par exemple, du think tank de Tanguy. Donc, pour nos auditeurs qui aspirent à intégrer une dimension impact dans leur projet, et j'en ai pas parlé jusque-là dans Projetez-vous, mais je pense que c'est le bon moment aujourd'hui d'en parler, surtout avec toi, Patrice. Pourrais-tu nous expliquer ce concept et son importance dans le monde actuel? Alors, je vais quand même faire un petit aparté, mais pour expliquer quand même la manière dont j'envisage le sujet. Alors, très important quand même, je ne suis pas un écologiste à la base, je précise. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui m'a dérangé jusqu'à présent sur la notion d'écologie, c'est qu'on avait tendance à avoir une position un peu punitive où c'est pas bien, c'est bien, etc. Ça, c'était le point qui me dérangeait. Et finalement, je trouve que la notion d'impact me parle beaucoup mieux et beaucoup plus, puisqu'en fait, j'ai découvert, il y a maintenant presque 4 ans, les objectifs de développement durable que l'ONU a mis en perspective en 2015. Alors bien sûr, ils renouvellent chaque année un rapport sur le sujet.
Mais ce qui est super intéressant, et je vous invite vraiment à taper ODD, ONU sur Internet, vous allez avoir des choses très intéressantes, des icônes qui vont apparaître, et on va voir que finalement, le développement durable, ça ne concerne pas que l'environnement au sens faune, flore ou énergie. C'est beaucoup plus compliqué, donc beaucoup plus intéressant. Et qui dit plus compliqué et plus intéressant veut dire qu'il ne faut pas avoir une approche on va dire, sur un angle de 30 degrés, mais vraiment avoir une approche à 360 degrés. Alors, si on reprend ces différents ODD, on a la lutte contre la faim, zéro faim dans le monde, la question des égalités entre les sexes, égalité liée à l'éducation, accès à l'éducation. On va avoir l'égalité tout simplement, peut-être même entre les pays. On peut avoir la notion de santé bien-être, les notions bien sûr liées à l'énergie. Enfin, il y a une dimension à la fois écologique, mais à la fois sociétale et sociale, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, forcément, la notion d'impact peut être abordée de plusieurs manières. On a comment j'évalue mon impact, moi, en tant que personne physique, ou lorsque on travaille dans une entreprise, ou sur un projet. Le projet va avoir un impact. L'impact peut avoir un impact écologique, sur par exemple de la pollution, etc. Ça peut avoir un impact social, c'est-à-dire que voilà, je développe un projet dans un pays ou sur un territoire, je crée de l'emploi, ou la manière dont je le fais, je sécurise, j'améliore les conditions de travail des personnes, des collaborateurs. Et puis après, on peut avoir un impact plus large, sociétal, où on peut carrément avoir un impact concret sur la société. Donc, il y a comment aujourd'hui j'évalue mon impact. Après, on a comment j'intègre cette notion d'impact sur ce que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux très bien dire que j'ai un impact parce que je travaille dans une société qui travaille sur l'énergie solaire. Donc, on va dire que le thème de l'entreprise est sur l'énergie solaire. Mais on peut très bien avoir une entreprise plus classique qui n'a pas a priori vocation à travailler dans le domaine du développement durable sur l'énergie, etc., mais qui, point par point, dans son organisation, dans ses actions, peut intégrer justement ces aspects de développement durable. Donc, la notion d'impact, c'est plutôt comment j'évalue de manière positive les conséquences de mes actions. Sachant que le terme impact peut être vu aussi sur le côté négatif, les impacts négatifs. C'est-à-dire, j'implante un exemple, une usine dans un pays, impact positif, je crée de l'emploi, impact négatif, je peux potentiellement créer de la pollution. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de réfléchir sur cette question d'impact. Alors, le seul bémol qu'il y a derrière, c'est qu'on parle d'impact. Quelle est finalement l'évaluation que l'on peut apporter sur cette question d'impact? Comment on peut l'évaluer? Est-ce que ça a un coût? Est-ce que ça a une valeur ajoutée? Est-ce que c'est un peu la question, c'est je veux bien faire un effort, mais finalement, ça me coûte du temps, de l'énergie. Est-ce que j'ai intérêt à le faire? Et pourquoi? Hormis le fait d'avoir une vocation, une volonté réelle de le faire. Ben, c'est vraiment complet, merci beaucoup. Et je trouve que c'est très important. Comme tu disais, nous, quand on parle d'écologie, je pense qu'il nous manque ces indicateurs de gestion de projet, justement. Donc, je trouve que c'est un bon croisement des deux qui fait que, eh bien, on mesure. Parce que moi, personnellement, je suis pour justement l'écologie. J'ai envie de faire des efforts, mais des fois, je me dis, mais si je fais des efforts, comment je sais que mon effort va compter alors que d'autres ne le font pas, alors que des grandes usines, des grandes industries. Donc, c'est vrai que Alors, si on... En effet, là, j'ai justement un élément qu'on peut rajouter, c'est-à-dire que il y a, est-ce que c'est une goutte d'eau dans l'océan? Ça, c'est possible, c'est possible. Et puis il y a aussi quelque chose de tout bête, qui est de se dire, bon, bah, j'ai déjà le nez dans le guidon, je suis fatigué, j'ai plein de projets, parce qu'on peut gérer plusieurs projets en même temps, soyons clairs, et on me demande encore de remplir un tableau avec des indicateurs. Et clairement, si on n'explique pas le pourquoi du comment, je ne suis pas convaincu que ce soit un chef de projet, un collaborateur lambda ou même un dirigeant va vouloir travailler, prendre du temps à remplir des indicateurs si ça ne lui sert pas au quotidien et de manière très opérationnelle. Donc derrière la notion d'impact, derrière finalement le travail qui est effectué avec Tanguy dans le cadre de son think tank, c'est finalement de se dire, bon, c'est nécessaire
parce que je pense que Tanguy avait peut-être dû l'expliquer, mais en fait, l'idée de ce think tank et du projet sur lequel on a travaillé sur la gestion de projet impact est partie du constat suivant. On est parti de Time for the Planet, qui est devenu depuis Team for the Planet, en se disant c'est génial. On finance des projets, on essaye de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est top. Il y a un financement. On est face à des entrepreneurs d'un côté ou des ingénieurs ou des personnes qui ont des connaissances techniques qui ont su créer quelque chose. Et la question, c'est comment on fait pour industrialiser le sujet. Et l'industrialisation, elle est souvent faite sous un angle de gestion de projet. Alors, c'était d'ailleurs, petit aparté que je tiens à souligner, c'était d'ailleurs un sujet de discussion, parce qu'en fait, dans le cas du think tank, on est plusieurs profils. Il y en a qui sont des consultants, d'autres des chefs de projet. Moi, j'ai fait un peu les deux, et j'ai quand même une fibre sur l'entrepreneuriat. Et alors, forcément, on en est venu à parler de la question, est-ce qu'on parle vraiment de gestion de projet impact ou d'entrepreneuriat impact? Parce que la posture n'est pas la même. Lorsqu'on est dans de la gestion de projet, eh ben, on est soutenu normalement par une organisation d'entreprise. On a des ressources dédiées, humaines, matérielles, financières. Lorsqu'on est entrepreneur, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on a ces ressources, elles ne sont pas forcément extensibles. On n'a pas forcément le soutien à coût de plusieurs milliers d'euros, voire de millions d'euros. Et puis, on doit essayer de faire en fonction de ce que l'on a et de ce que l'on est capable de faire. Donc, la perspective de gérer le projet n'est pas du tout la même. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'intégrer cette notion de gestion de projet ou d'entrepreneuriat dans cette dimension d'impact. Parce que c'est-à-dire, quelles sont les ressources qu'on peut y allouer. Voilà, en résumé. C'est super. Et puis, c'est une question que je pose souvent à mes invités qui sont des fois des entrepreneurs, des consultants. Mais pour moi, la gestion de projet se rapproche beaucoup de l'entrepreneuriat. Et toi, tu viens de me donner la différence intrinsèque, essentielle entre le chef de projet et l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on voit bien que même le chef de projet est polyvalent, qu'il doit s'assurer de beaucoup de choses, des relations humaines, des ressources, mais il n'a pas cette même posture d'entrepreneuriat. Mais le chef de projet peut devenir entrepreneur par la suite. C'est peut-être de l'intrapreneuriat d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça. Est-ce que dans le cadre de Think Tank, vous étiez entrepreneur ou chef de projet? Moi, je pense que vous êtes devenu entrepreneur à la fin, si j'ai bien compris. Non, alors en fait, on est plutôt sur les profils, on est quand même sur des. Alors, ils sont bien sûr, certains sont déjà à leur compte, donc ils ont bien sûr une fibre entrepreneuriale, mais sur l'aspect purement gestion de projet, il y a une forte appétence sur de la gestion de projet que je qualifierais technique au sens PMI, etc. Et c'est ça que c'est très intéressant parce qu'on confronte finalement cette technicité, ce besoin d'organisation versus une réalité qui, j'ai une idée, je suis ingénieur, ou je visualise une passion parce que souvent, alors, ça ne veut pas dire que le chef de projet n'est pas passionné, on peut bien sûr être passionné, mais l'entrepreneur vit, respire de manière constante son projet, c'est-à-dire c'est son projet, c'est son bébé. Ce qui n'est pas forcément, l'entrepreneur c'est plutôt ça, c'est pas forcément le cas du chef de projet qui peut être passionné par son sujet, mais c'est pas forcément sa création. Donc, c'est sa création parce qu'il le gère, mais c'est pas forcément son idée. Donc, il y a déjà ça. Et après, très clairement, l'entrepreneur va prendre la position du leader au sens vision stratégique, chef au sens potentiellement futur dirigeant. Le chef de projet est leader et co-anime une équipe. Il a une super méthodologie, mais ce n'est pas la même façon de voir les choses. Donc, forcément, la notion d'impact ne sera pas vécue de la même manière. C'est simple. On va dire que dans les deux cas, il faut quand même qu'il y ait un minimum de sensibilité écologique de la part du chef de projet, de l'entrepreneur. L'entrepreneur pourrait peut-être même être orienté et vouloir vraiment valoriser cette valeur en allant sur un secteur d'activité qui est lié à ça. Et alors que le chef de projet peut très bien, lui, être dans un pilotage et finalement être plutôt sur du pilotage, on va dire, financier, ce qui peut parfois poser problème si c'est que du financier, alors que l'entrepreneur, s'il n'a pas cette vocation, peut se dire, moi, mon premier objectif, c'est d'assurer la viabilité de mon projet.
le côté impact où ça va passer après, parce que moi, ce que je veux, c'est de pouvoir en vivre et générer les premiers revenus. La communauté des néo-leaders avec mon partenaire Fawzi Mallar de Starter Unip est lancée. Fawzi Mallar était mon invité dans Projetez-vous, c'était mon deuxième invité et ça a tout de suite cliqué entre nous. Nous avons abordé les sujets du leadership et de la gestion de projet et pour nous, les deux vont de pair. C'est pour cela que nous avons créé la communauté des néo-leaders, c'est-à-dire les leaders d'aujourd'hui et demain. Nous souhaitons à travers cette communauté vous donner tous les outils pour être des leaders inspirants, motivants, exceptionnels pour aujourd'hui, mais aussi pour demain avec tous les outils, l'intelligence artificielle qui arrive. Aujourd'hui, nous vous proposons un e-book pour vous aider à naviguer et à devenir un leader performant. Nous vous y mettons toutes les habitudes qu'il faut implémenter dans votre leadership pour être performant et éviter le burn-out. Si vous souhaitez télécharger ce e-book, je vous le mets en lien de l'épisode. Répondez à un petit sondage et vous aurez automatiquement l'e-book dans votre boîte aux lettres. Continuez à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux et venez nous en parler en direct ou en MP. Merci, c'est très bien expliqué. Je pense que c'est très intéressant cette perspective vraiment entre la différence entre chef de projet et entrepreneur. Moi, je dirais même souvent les chefs de projet, ils n'ont pas le pouvoir décisionnel alors que l'entrepreneur, il tranche et il y va. Donc, c'est ce que tu dis, viabilité. Exactement. Et tout ceci. Exactement. Donc, si on reste un petit peu sur l'approche comme la gestion de projet, comment justement approcher la planification et la gestion stratégique dans ces projets à fort impact? Existe-t-il donc des outils et des méthodologies, donc peut-être dans le cadre du think tank que vous en avez croisé certains, voilà. On est en train de travailler actuellement sur des indicateurs. Donc, il y a une étude en cours pour justement voir quels sont finalement les besoins et la manière de pouvoir appréhender des indicateurs qui puissent à la fois être utiles, tangibles, concrets pour le chef de projet, mais pas que le chef de projet. Ça peut être aussi pour la personne ou pour le comité qui peut piloter l'ensemble des projets. Et après, alors, moi, je suis plutôt et c'est un peu l'idée qu'on défend, c'est le fait d'intégrer les parties prenantes. Alors, quand je parle de parties prenantes, on va avoir deux façons de voir les parties prenantes. On va voir les parties prenantes du projet. On a l'obligation de travailler avec ces personnes-là, parce qu'elles font partie du comité de pilotage, etc. Donc ça, on va dire que c'est, dans les fondamentaux de la gestion de projet, voire même de la gestion de projet entrepreneuriale. Et puis après, on peut avoir une vision plutôt des parties prenantes en se disant, voilà, et du territoire, très important le territoire. J'ai un projet entrepreneurial ou d'une entreprise qui va pas forcément sur un territoire, avec des parties prenantes internes, qui sont les collaborateurs, les dirigeants, etc. Et on va voir après deux déclinaisons. On va voir les parties prenantes primaires externes, clients, fournisseurs, partenaires. Et après, on va avoir les parties prenantes secondaires, donc qui vont avoir un impact. On peut avoir les concurrents, directs, indirects, nouveaux entrants. On peut avoir des opposants, parce que ça peut pas forcément être un projet économique. Oui. On peut avoir, bien sûr, tout ce qui est collectivité, pouvoir public, réseaux sociaux, ONG, associations. Donc, tout ça, ça crée un écosystème dans lequel, finalement, il n'y a pas que une partie prenante, mais plusieurs parties prenantes. Et là, ce qui est très intéressant, c'est d'évaluer l'impact. C'est-à-dire l'impact du projet. Qu'est-ce que va être l'impact positif ou négatif sur mes parties prenantes? Direct, donc les parties prenantes primaires, et sur les parties prenantes secondaires. Et surtout, et là je pousse le bouchon plus loin, c'est les effets de réaction. C'est-à-dire quelle va être la réaction de la partie prenante et quel va être l'effet de sa réaction sur les autres parties prenantes. Et là, on peut commencer à avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qui permet de répondre finalement à la question est-ce que je fais une goutte d'eau ou pas dans l'océan? C'est se dire est-ce que j'ai vraiment un effet sur ma proximité et ces effets-là, au vu des réactions, est-ce que ça va entraîner un effet boule de neige?
Alors, ce que je dis, ça semble assez théorique, hein, et donc c'est un des sujets sur lesquels je travaille, mais je suis, moi, persuadé que ça soit dans le domaine d'une entreprise ou même d'une collectivité territoriale, si on évaluait les actions, les projets, les décisions qui sont prises en intégrant justement les parties prenantes, vraiment au sens vraiment notion d'impact, parce que forcément, tous les chefs de projet, tous les décideurs, privés comme publics, vont dire, bien sûr, je prends compte mes Mm. clients, mes fournisseurs, mes administrés, etc. Mais dans la réalité, il n'y a pas vraiment une évaluation concrète des besoins et des impacts qu'il peut y avoir. Et là, on peut pousser le sujet à des niveaux 1, 2, 3, 4 pour justement se dire, au bout du bout, est-ce que ça a un impact? Oui. Autre sujet, enfin, je parle beaucoup, mais autre sujet, mais qui est intéressant, parce qu'on parle de projets. Alors, on parle souvent de projets type start-up, technologique. Je parlais tout à l'heure d'immobilier, etc. Mais on peut très bien parler d'un projet politique. Tout bête. Prenons le projet d'une loi. C'est un projet de loi. Vous allez me Mm. dire, ah, donc, projet de loi. Bah ouais, mais est-ce que, par exemple, les personnes qui interviennent dedans, donc là, je parle bien évidemment des parlementaires, mais pas que, il y a les conseillers, etc., est-ce qu'ils évaluent les effets sur les parties prenantes? Et là, on pourrait même pousser le concept de gestion de projet à l'impact de mes décisions et est-ce que ça impacte, quelles vont Mhm. être les conséquences derrière? J'ai un exemple, pour le coup, lié au développement durable, et sur lequel je suis toujours assez critique, c'est dans les politiques de ville. Là, c'est très à la mode de vouloir favoriser la mobilité douce. OK, Oui. Les vélo, pistes etc. cyclables. Les pistes cyclables, etc. Donc ça, OK. Et donc, en contrepartie, il y a une tendance à vouloir fermer les centres-villes pour les voitures, qui peut se Mm. comprendre ou pas. Et là, je me pose toujours la question, est-ce qu'on a évalué qui était visé? Mm. Alors, l'exemple que j'aime donner, qui est un exemple assez personnel, mais quand même, lorsqu'on a 3 enfants, donc il y en a un qui est grand, il peut se débrouiller, il peut prendre le bus. Mais un enfant qui a 8 ans, un autre qui en a 2 ans et demi, l'un va à la crèche, l'autre va à l'école, avec des distances de 1 à 2 kilomètres, parce que ça peut être le cas. Est-ce que finalement, le parent ou les parents concernés vont avoir l'envie de prendre le vélo ou les transports en commun et donc de perdre facilement 20-30 minutes, donc 1 heure sur la totale, 1 heure et demie parfois sur toute la journée, et je parle en province, je ne parle même pas de la région parisienne, hein. Je ne suis pas convaincu. Donc, la question, c'est que pour chaque décision, chaque projet, qu'il soit privé ou public, c'est très important de se poser la question des parties prenantes et donc, in fine, de l'impact qu'il y a derrière. C'est un très bel exemple en tout cas que tu as donné. Moi-même, j'ai 3 enfants, comme tu dis, et personnellement, j'ai vu des vélos où on met tous les enfants dans le vélo et tout ceci. Je n'ai pas réussi à adopter ce mode de Alors, vie, oui, malheureusement. mais c'est alors, admettons qu'on souhaite, mais le faire, ça pose une autre question. Ça coûte combien un vélo comme ça? Les vélos Ah, cargo, ça coûte entre 2 voire 3 000 euros. Ça pose la question de l'accès, parce qu'il faut quand même comprendre qu'en France, mais c'est un exemple, hein, mais en France, je crois que le revenu moyen d'un ménage qui est de 2,2 personnes est de l'ordre de 2300 ou 2500 euros. Donc, ramené à une personne, ça ne fait pas beaucoup. Donc, ça veut dire que pour le coup, si on ramène ça à un ménage médian, eh ben, on est sur un coût d'un vélo qui peut être l'équivalent, qui peut être plus cher que le salaire mensuel d'un ménage. Donc, la question, c'est qui est-ce qu'on vise? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions, des alternatives pour tout le monde, pour justement les inciter à aller dans un sens ou dans un autre? en tout cas, très belle piste. Et puis, à voir. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois que depuis 2022, tu travailles sur un projet innovant en recherche de plateforme de pilotage décisionnel. Quels sont les défis et les opportunités qui sont associés à ce sujet? Totalement. Bah là, ça rebondit sur justement le sujet que j'évoquais. La question, le sujet, c'est comment on peut. Donc, en fait, voilà. Euh, Lorsqu'on prend une décision, notamment stratégique, on va avoir une vision assez large. On va fixer Oui. un objectif.
Donc ça, c'est bien, mais ce qui est important, c'est d'y intégrer à la fois les ressources de l'entreprise, les ressources du projet, les ressources de l'organisation, donc humaines, matérielles, etc. Et surtout les aspects fonctionnels. C'est-à-dire, quelles sont les fonctions opérationnelles qui sont directement concernées. Donc, l'idée qui est là, c'est de descendre au niveau de la fonction opérationnelle pour justement essayer d'avoir tous les aspects nécessaires de conscience à la fois du territoire et des parties prenantes associées, pour justement que toutes les décisions qui soient prises soient faites en considération du territoire concerné, des parties prenantes concernées, pour justement à la fois optimiser les actions et assurer finalement une logique et un impact finalement des décisions réalisées. Moi, justement, je vois une opportunité là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de beaucoup de données et de data pour tout ça. Est-ce que tu utiliserais l'intelligence artificielle justement pour t'aider justement Alors, à cette... en effet, l'intelligence artificielle va être nécessaire. Alors, en fait, il va y avoir, on va dire, trois types de données. On va avoir les données internes, donc, qui sont plutôt l'organigramme, la manière dont les processus sont organisés, donc qui nécessitent un audit ou du moins de le mettre à plat pour la décision. On va avoir des données qui sont des données, alors là, ça reste encore à déterminer, qui sont des données accessibles de manière assez large et beaucoup de données donc quantitatives. Et puis après, on va avoir besoin aussi de mieux connaître les parties prenantes qui vont nécessiter aussi des échanges, des entretiens, des interviews pour justement essayer de préciser au maximum. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut impliquer dans un projet, dans ce type de projet, des collaborateurs. Par contre, il est vrai qu'en ayant une IA dédié, ça peut faciliter le traitement. Bien qu'il y ait quand même des limites, des points de limite qu'il faut être bien conscient concernant une IA. On peut avoir des biais algorithmiques, on peut avoir la question de données personnelles, etc. Et donc, voilà. Merci, mais en tout cas, ça m'a sauté à l'esprit que c'était un travail, oui, de recherche, mais si on descend au niveau opérationnel, ça veut dire on multiplie les données, et donc multiplier les données pour qu'elles soient le plus efficaces. Donc, j'ai rebondi sur la question. Et on peut avoir un système d'apprentissage comme ça, c'est-à-dire que si on a plusieurs cas, eh ben, en fait, on peut, via l'IA, justement, faciliter l'apprentissage et on va dire, apprendre éventuellement des erreurs et puis optimiser les réussites. En tout cas, je pense que c'est vraiment deux problématiques vraiment actuelles qui ont vraiment un bel avenir devant elles si on arrive à aller au bout de cet outil et de ta plateforme. Tu as mentionné un petit peu quand tu as parlé de tes dernières fonctions des 2 chaires de recherche, dont une dédiée à l'entrepreneuriat à impact et donc, on en a parlé, et puis tu as parlé d'une autre chaire. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la seconde chaire Sur EasyClap, alors EasyClap, c'est une chaire donc intelligence stratégique, innovation et transition. Donc, l'objectif de cette chaire est plutôt d'avoir des travaux qui sont liés sur plusieurs aspects. On peut avoir des approches, on va dire, géopolitiques, on va dire globales, macro, etc. On peut aussi avoir des approches sur les conséquences liées à certaines technologies. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'IA. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'IA, les évolutions réglementaires, l'IA Act qui est en train d'être réglementé au niveau européen. Donc, il peut y avoir pas mal d'éléments et l'idée, c'est justement d'échanger, de voir comment ça peut impacter de manière, on va dire, sous la forme de certaines perspectives, le futur. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut donner et surtout, comment on peut y répondre. Parce que faire des études, se rendre compte qu'il y a telle chose qui va dans tel sens ou dans un autre sens, c'est bien, mais si on détermine une problématique, l'idéal, c'est de pouvoir en trouver ou de moins de soumettre, imaginer des solutions. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que c'est très
responsable et toujours pareil, c'est tourné vers l'avenir. Donc, si tu devais parler aux entrepreneurs ou aux gestionnaires qui écoutent notre podcast, comment peuvent-ils utiliser donc ces ressources et ces travaux que tu fais en ce moment? Et je sais que tu communiques à travers cela. En effet, moi, on a plusieurs. Alors, il y a bien sûr des sujets qui sont en cours, donc aujourd'hui, c'est pas forcément accessible. Mais aujourd'hui, alors, il y a plusieurs choses. Alors, de mon côté, moi, je publie régulièrement des articles sur LinkedIn, donc sur différents sujets, donc ça permet aussi d'échanger. Donc, il ne faut pas hésiter, bien évidemment, à me contacter s'il y a des auditeurs qui sont intéressés. Il y a également des articles de recherche qui seront publiés, donc ça, je communiquerai également. Et puis après, on a dans le cadre du think tank la possibilité, on envisage de publier ou de participer à des conférences comme le PMI pour justement échanger avec des professionnels, pour justement essayer de faire en sorte d'améliorer certaines choses. Par exemple, lorsque l'on a présenté lors du PMI de 2023 les recherches, du moins le concept lié au management de projets impact, on a eu une intervention, enfin quelqu'un qui nous a dit oui, mais est-ce que c'est pas utopique? Est-ce que c'est pas du greenwashing? Et la question était assez intéressante. Alors, bien évidemment que non, ce n'est pas du greenwashing, mais bien évidemment, ça nécessite d'être calé à la réalité d'un chef de projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer et dire, voilà, il y a qu'un faucon et puis sans réalité. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, ce qu'on a lancé depuis maintenant un mois, c'est justement une étude qualitative. Donc on va en train d'échanger avec des professionnels de gestion de projet pour justement essayer de structurer des indicateurs, de déterminer quels sont les indicateurs qui sont les plus intéressants pour évaluer l'impact d'un côté, mais qui sont aussi intéressants pour un chef de projet, comme je disais, pour éviter de lui faire perdre du temps à remplir un tableau qui sert strictement à rien. Exact. Voilà. Et concernant les autres sujets, ça va faire l'objet. J'ai plein d'autres sujets. Par exemple, j'ai un sujet sur l'intelligence économique opérationnelle, donc l'IEOPS. Là, pareil, je m'intéresse à ce sujet-là sous l'angle de l'entrepreneuriat et des chambres et des CCI, des chambres consulaires, comment ils peuvent intégrer cette notion-là dans le cadre de leur développement. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter éventuellement à me contacter. Justement, c'est mon prochain sujet, l'intelligence économique, l'IEOPS. Donc, pour toi, qu'est-ce que l'IEOPS et quels sont ses principaux objectifs? Alors, aujourd'hui, l'intelligence économique, alors pour faire simple, on va dire, il y a le rapport MAP de 1994 qui en a parlé, a pour objectif de favoriser la compétitivité des entreprises à la base. Donc, ça regroupe 3 piliers: veille informationnelle, protection du patrimoine informationnel, mais également de toutes les ressources dans l'entreprise, et la notion d'influence. L'influence étant entendue aussi bien lobbying que réseau d'affaires, etc. Donc voilà. Sauf que donc c'est super intéressant, et donc pourquoi je m'y intéresse, que c'était mon sujet de thèse, c'était le sujet qui m'avait passionné pendant mes études. Et donc, c'est très important, d'un point de vue macro, de se rendre compte des situations économiques au niveau macro, etc. Donc, économique, etc. D'ailleurs, il y a Christian Arbulot qui a écrit sur le sujet. On a d'autres personnes comme Nicolas Moinet qui ont écrit sur ces sujets-là. Et donc, c'est très intéressant. Mais en entreprise, la notion d'intelligence économique peut faire peur pour plusieurs égards. Le terme d'intelligence fait souvent référence à tort à la notion d'espionnage, alors que ce n'est pas de l'espionnage, c'est juste une intelligence en termes de réflexion. Donc voilà, aller chercher l'information devant toujours être obtenue de manière légale. Donc si on obtient une information de l'ayant volée, c'est pas légal. Donc voilà, il y a ça. 2, il y a la notion du combien ça coûte, combien ça me rapporte.
qui pose problème. Et donc, et souvent, c'est bloqué, alors au mieux auprès de la direction générale de l'entreprise, parfois au niveau du marketing, avec des niveaux de sensibilité des managers plus ou moins importantes en fonction de leur sensibilité au sujet. Donc, alors, pourquoi l'IEOPS? L'IEOPS, en fait, l'idée m'est venue avec la notion de Legal Ops. Donc, la Legal Ops, alors rien à voir, quoique, c'est une fonction juridique qui a été créée, un métier qui existe depuis près de 20 ans aux États-Unis, assez récent en France, dans lequel on va dire qu'il y a une fonction de juriste, de super juriste, qui a une fonction de chef de projet. Ouais. Voilà, je parle sur le sujet parce que je trouve ça intéressant. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on a parfois des services juridiques. Parfois, on n'en a pas, mais là, on va prendre l'exemple d'un service juridique. Le service juridique doit essayer de gérer au mieux toutes les situations juridiques de l'entreprise, sauf que ça veut dire que plus l'entreprise est grande, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué de connaître les situations où il y a un engagement juridique. Contrat, responsabilité extra-contractuelle, données, etc., etc. Donc, le Legal Ops a pour, on va dire, de manière simple, doit pouvoir gérer de manière transversale tous les aspects juridiques de l'entreprise. Donc, tant sur les fonctions opérationnelles, les fonctions support. Si on ramène la question sur l'intelligence économique, c'est le même principe. C'est que l'IEOPS, l'idée, c'est de faire en sorte que cette personne soit en capacité à connaître exactement quels sont les besoins en information de toutes les fonctions opérationnelles, donc de pouvoir répondre à leurs besoins de manière concrète et opérationnelle. 1. 2, donc de pouvoir finalement leur proposer un accès à une information qui va leur permettre de prendre des décisions quotidiennes qui soient adaptées et donc qui va créer de la valeur ajoutée. Parce que c'est-à-dire que à la fois, ça permet de sécuriser certaines choses si on a des informations. Je suis dans la direction achat, je suis responsable achat, j'apprends qu'un de mes fournisseurs, via cette veille, risque de faire faillite. J'essaie de trouver une solution, mais avant de me retrouver sans le produit ou le matériau dont j'avais besoin. Alors, ce sont des exemples. Et en fait, l'idée, c'est de diluer de façon très opérationnelle les fonctions de veille, de protection et de gestion des parties prenantes, donc influence, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et si on travaille sur la chaîne de valeur de l'entreprise, on crée donc de la valeur pour justement démontrer justement l'intérêt de l'IEOPS et donc de l'intelligence économique d'une manière plus générale. Merci pour cette réponse. Moi, ce que je le vois, c'est quelque chose qui n'est pas encore appliqué en entreprise. Ça ressemble beaucoup à la gestion de portefeuille, à une vue d'ensemble au niveau macro et pas seulement au niveau de chaque unité, de chaque projet, de chaque, cycle de production et avoir vraiment cette centralisation. Je pense qu'on y arrive. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur des plateformes pour centraliser tout ceci, pour justement aider à la décision, mais c'est vrai que moi, c'est ce que je vois quand tu me parles de IEOPS, justement. C'est exactement le parallèle qu'on peut faire. Donc, exactement. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet, et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'information et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises.
Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous formera les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Bien, je te remercie. Tu as parlé aussi tout à l'heure de géopolitique, d'intelligence économique. Je sais que tu es très actif sur ces domaines-là parce que je pense que c'est des choses qui te passionnent. Donc, la géopolitique, on en a parlé. Et on a parlé aussi des influences, du rôle économique. Donc, ça joue un rôle crucial dans la gestion des projets, les projets à impact, surtout à l'échelle internationale. Bien sûr, un projet à impact, mais si ça me rend moins concurrentiel, si le return on investment n'est pas bon. Donc, comment intègres-tu justement les analyses géopolitiques dans les stratégies de projets, d'entreprise? Voilà. Alors là-dessus, je vais partir d'une notion qui est très connue en sciences de gestion, que les étudiants, notamment en sciences de gestion, école de commerce ou université, voient, revoient et revoient, sans vraiment finalement apprécier le sujet. Alors, ça va être le fameux PESTEL, mais je vais expliquer et préciser en quoi c'est un concept qui semble vieillissant, mais qui mériterait d'être retravaillé et apprécié différemment. Alors, pour préciser, le PESTEL, c'est normalement une analyse du macro-environnement qui va donc reposer sur des éléments politiques, économiques, socioculturels, technologiques, environnementaux et légaux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on donne un cours à des étudiants, ils disent « ouais, on va faire un PESTEL, etc. » Et là, même avec des Bac plus 5, j'aurais démontré par A plus B qu'ils ne savent pas le faire. Alors, au début, ils me disent « non, non, non ». Et une fois que j'ai terminé mon argumentation, ils me disent « bon, bah oui, finalement ». Alors, je m'explique. En fait, le problème, c'est que comme le concept semble simple sur la table, c'est-à-dire on remplit un tableau avec ces éléments, on se dit facile. Tout comme le SWOT, le fameux force, faiblesse, opportunité, menace. Ouais. Tout le monde en a déjà fait, tout le monde va te dire « ouais, c'est facile ». Sauf que je pose toujours la question, fait comment? La question, concrètement, fait comment? J'ai un projet, je veux faire un SWOT, je veux faire un PESTEL sur un projet. On va me dire, je vais chercher des éléments politiques, donc c'est très bien. Et on fait comment? Sur quoi? Sur la base de quoi? Et souvent, on me dit, on fait une veille. Non, on ne fait pas une veille avant, on l'a fait après la veille, on fait une veille sur quoi? Et donc, en fait, la démonstration, c'est juste de leur dire, finalement, il faut partir de la chaîne de valeur de l'entreprise, de la chaîne de valeur même du projet, des processus inhérents. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est quelles sont les fonctions concernées? C'est-à-dire que, par exemple, pour le cas d'un projet, on va voir les fonctions internes du projet, mais on peut aussi avoir des fonctions de l'entreprise qui vont intervenir. Par exemple, quand je travaillais pour un groupe, moi j'étais chef de projet, mais je travaillais avec le service études de marché, le service marketing, je travaillais avec le juriste, le contrôleur de gestion, je travaillais, alors pour le coup, il y avait le service technique, les travaux, on avait également l'architecte, etc. Donc, il y avait plein de parties prenantes. La notion de partie prenante, pour moi, elle est importante. Donc, on a donc les fonctions liées au projet, les fonctions internes à l'entreprise, les processus associés. Quels sont les processus de gestion de projet, les processus de prise de décision, les processus de soutien, etc. Important d'y associer. Est-ce que ces fonctions sont intégrées ou externalisées? Ça, c'est important de prendre ça en considération. Et après, finalement, on va avoir un autre élément, c'est quels sont les territoires concernés. Donc, sur les territoires concernés, c'est-à-dire que, admettons, je travaille sur un projet, on peut prendre un exemple tout bête. Alors, je ne connais pas le fonctionnement vraiment interne, mais on peut prendre le cas d'Ubisoft. Ubisoft, en fait, a un travail
de projets liés, enfin des projets qui sont liés à la création de jeux vidéo, mais derrière, ce sont différents studios qui interviennent dans différents pays. Donc, dans la fonction même de fonctionnement du projet de la conception, on a déjà une position interculturelle. Et puis après, il va y avoir toute la phase de production, commercialisation, etc. Et la question, c'est qui dit un ou plusieurs territoires, dit un territoire, un pestel. C'est-à-dire qu'en fait, la notion politique, économique, etc., vont forcément avoir un impact. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça en amont, ça permet ensuite de pouvoir décortiquer et se dire, voilà, sur telle phase du projet qui est située sur tel territoire, même si c'est un micro-territoire sur une région, on peut très bien avoir, je travaille en France, mais j'ai un point en Bretagne, puis un autre en Alsace. Bon, ce sont des territoires différents avec peut-être des particularités différentes. Donc, c'est important de s'interroger de la situation macro pour justement découler les choses. Alors, ça, c'est quand il y a des territoires. Après, on peut recomplexifier la situation en disant, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux géopolitiques d'influence? C'est-à-dire, par exemple, je veux faire quelque chose dans un pays, mon entreprise est française, donc on va prendre là, mais il y a des tensions entre ce pays et la France. Comment est-ce que mon projet, mon action risque de ne pas être bloqué, etc. Donc, en fait, le fait de faire ça, ça permet d'avoir à la fois une cartographie des réalités du projet, des parties prenantes, des territoires et donc des jeux à la fois géopolitiques ou géostratégiques dans son ensemble. C'est très complet, c'est super. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que toujours les relations humaines, même en géopolitique, c'est les relations humaines. Moi, j'ai fait récemment un cours de management interculturel. Donc, c'est pareil, hein, c'est pas seulement l'interculturel dans l'équipe, mais c'est aussi l'interculturel dans les clients, en fait, dans là où on veut vendre. Et puis, on a bien vu quelquefois, il y avait des pays où certains produits ne fonctionnaient pas parce que, justement, on n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour comprendre, justement, les enjeux qu'il y avait derrière. En tout cas, merci. Et puis, tu parles aussi dans tes newsletters comme l'intelligence artificielle. C'est aussi un gros sujet et je ne savais pas du tout que ça pouvait être appliqué dans ce contexte-là. Comment l'IA peut-elle aider à prévoir et à gérer les tensions géopolitiques? Voilà. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. En fait, l'IA, faut déjà revenir sur plusieurs choses. C'est qu'aujourd'hui, il faut voir l'IA de différentes manières. On va voir ce qu'on appelle l'IA faible, qui veut dire un système d'algorithmes qui va gérer des données, etc. Et puis l'IA forte qui peut commencer à penser par elle-même, etc. Alors même si on a tendance à vouloir aller vers cette IA forte, on n'y est pas encore. Je veux dire, elles ne sont pas totalement autonomes, elles ne peuvent pas forcément réfléchir. Et j'aime toujours à dire, est-ce que même le jour où on arriverait éventuellement à les faire réfléchir, est-ce que finalement, ces IA ne vont pas hériter également des défauts humains? Oui. Nul n'est parfait. Et d'ailleurs, c'est quand même des données humaines, des humains qui créent l'algorithme, donc forcément, il est fort possible que ces IA ne soient très loin d'être parfaites. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, par rapport à ça, on est ni plus ni moins que sur la même question de la gestion des données. C'est-à-dire, on a des données, des datas, donc forcément les datas peuvent être utilisées pour essayer de contextualiser une situation géopolitique. Alors, c'est bien de le faire, c'est très intéressant de le faire d'un point de vue intellectuel, du moins de l'imaginer, parce que en ce qui me concerne, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, mais il y a peut-être déjà des collègues chercheurs qui travaillent sur le sujet, forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire en quoi un travail d'utilisation d'une IA pour justement contextualiser une situation géopolitique pourrait être utile. Alors, elle peut être utile à plusieurs égards. Ça peut être utile pour un État, ça peut être utile pour un projet, ça peut être utile pour une entreprise, pour justement se rendre compte des conséquences que ça peut avoir derrière. Et si je reprends le sujet de tout à l'heure sur la notion justement projet, fonction, partie prenante,
etc., finalement, ça va permettre de répondre, de faire un écho en disant, voilà, il y a telle situation géopolitique, quelles sont les conséquences qu'il va y avoir sur ce projet, par exemple. Et donc, voilà. Donc, in fine, oui, ça peut être utile, mais il faut déjà essayer de voir ce qu'il en est. Maintenant, il y a quand même des limites. Alors, des limites qui sont les limites classiques de l'IA pour l'instant. On peut avoir des limites qui sont liées au biais algorithmique. C'est-à-dire que on a une IA qui finalement a mal été programmée, ou du moins on a mis un algorithme qui calcule d'une certaine manière. Donc forcément, les réponses peuvent créer des biais ou des discriminations. On peut avoir le problème des données. Est-ce que les données sont valables? Est-ce que la manière dont on l'alimente, voilà. Donc, ça c'est un autre sujet. On a le problème pour les IA génératives, on donne des informations, mais où sont stockées les données? Donc, il y a quand même beaucoup d'intérêt, mais des forts points de vigilance à avoir sur l'usage même de l'IA. Bien sûr, côté éthique, etc. C'est intéressant. Moi, je pensais que tu allais me donner la réponse. Comment éviter la 3e guerre mondiale Non, malheureusement, non, je ne sais pas dire. avec l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, ce que je retiens, donc le métier de data analyst a de beaux jours devant lui, parce qu'aujourd'hui, c'est clair. je pense, quel que soit le domaine, que ce soit, on a parlé de géopolitique, de projets à impact, de l'IE Ops. Pour ma part, moi, ce que je vais retenir aujourd'hui de tout ça, c'est vraiment l'importance des données, du recueil des données. Déjà, ça peut peut-être pas être fait par l'IA, mais c'est surtout de bien les catégoriser, de bien les exploiter, de bien les analyser. Et donc, je pense que quand on aura fait ça, ce sera vraiment un terreau fertile pour justement pour pouvoir aller plus loin, peut-être avec cette intelligence artificielle, mais en même temps réfléchir à cette RGPD, réfléchir à l'éthique, réfléchir à comment limiter. Mais si on limite en France, c'est pareil. Dans d'autres pays, c'est pas limité. Donc, comment faire en sorte de rester compétitif, mais tout en étant éthique? C'est la grande question, en fait. En fait, la position de la France par rapport à la réglementation de l'IA en Europe est la suivante. C'est essayer d'être assez souple pour favoriser l'innovation, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas forcément de société ultra reconnue, même s'il y en a, mais voilà, qui met dans une situation de guerre économique. Parlons de ce qu'il faut se dire, ces guerres économiques, on n'a pas forcément de gros leaders en IA, alors, enfin, du moins, hyper marquant, mais j'espère que ça va évoluer. Donc, forcément, il vaut mieux faire confiance plutôt à une entreprise française, une entreprise européenne, mais ça, encore faut-il qu'on ait ce qu'il faut. Et puis, l'autre point, c'est comment on fait pour sécuriser toute la partie données personnelles, les libertés individuelles, etc. Parce que la notion de données, alors on parlait du RGPD. Sauf qu'il y a un très bon exemple que j'aime bien donner, c'est que là, la réglementation européenne est en train de travailler sur la protection des données, c'est déjà le cas, mais sur l'IA, réglementation de l'IA. Mais la question, c'est comment fait-on par rapport à des sujets comme sur des sujets d'extraterritorialité. Exemple, on a le Cloud Act qui donne la possibilité aux États-Unis, pour l'administration américaine, d'aller chercher des informations sans demander la moindre autorisation, dès lors qu'ils estiment qu'il y a une atteinte à l'intégrité des États-Unis et qu'un ressortissant d'une entreprise américaine est concerné, quel que soit le territoire. Donc la question, c'est ma donnée, si elle est stockée chez Google, question je pose, Google, Belgique, France, peu importe, est-ce que c'est le RGPD qui va gagner ou est-ce que c'est le Cloud Act? Clairement, je dis ça, mais j'ai un téléphone portable, j'utilise des logiciels, des applications américaines, mais ça pourrait très bien être d'autres nationalités. Mais j'ai bien conscience de ça, mais néanmoins, on ne sait pas où vont nos données.
Donc, et clairement, en fait, on va avoir une guerre économique qui, dans l'avenir, alors, pour la Troisième Guerre mondiale, alors, je ne sais pas qu'on va parler à ce niveau-là, mais on a déjà une guerre économique à plusieurs niveaux. C'est la guerre de l'information, très clairement, et on va clairement vers une guerre des ressources. Mm. C'est beaucoup moins joyeux comme sujet, mais voilà, donc lorsqu'on est en situation où les ressources vont être touchées et donc vont concerner des populations, il risque d'y avoir des points de tension. Donc là-dessus, il faudra voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est important d'avoir ça en considération. Eh ben, la boucle est bouclée parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas réfléchi aux impacts en faisant ce genre de choses. Et donc, on arrive à ce genre de guerre de ressources et d'informations parce que, en amont, comme tu as dit, le Cloud Act, le RGPD, les impacts que ça a derrière, le fait que chacun a des lois et puis comment faire pour que nos données soient protégées. Donc, mais après, ça peut se comprendre puisqu'on a des questions de souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a eu d'un côté l'innovation, donc pour ou contre l'innovation, ce qu'on fait de ces innovations, et puis après, la manière dont chacun va sécuriser au mieux sa souveraineté, souveraineté numérique, souveraineté de données, etc., souveraineté des ressources, et puis voilà, donc forcément, voilà, en tout cas, ce sont des points très intéressants, et c'est vrai que la notion finalement géopolitique ou géostratégique qu'il y a derrière est hyper intéressante. Alors, en prenant du recul et en ayant une vision panoramique, c'est vrai que d'un point de vue si on se focalise, c'est vrai que c'est pas super joyeux parce que on peut se poser la question, est-ce que ça va aller dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Voilà. Donc, espérons juste qu'il y aura un côté plus humain qui va ressortir dans le bon sens du terme. Espérons-le. En tout cas, je suis contente. On arrive presque à la fin. Je suis contente en fait d'avoir cette perspective et de la donner à nos amis chefs de projet, gestionnaires de projet, et puis ceux qui s'intéressent vraiment à tous ces sujets-là. Donc, pour clore notre conversation, aurais-tu un dernier conseil ou une recommandation à partager avec nos auditeurs, donc qu'ils soient chefs de projet, entrepreneurs, simplement passionnés, des jeunes dans le futur? Une recommandation, en fait, je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision éclairée des choses. C'est un peu facile à dire. On va dire prendre du recul lorsqu'on agit, c'est-à-dire qu'on va avoir tout forcément, moi le premier, on a un objectif à court terme, on veut absolument faire des choses, etc. Mais c'est intéressant de prendre juste un peu de recul en se disant, voilà, ce que je fais, le projet que je gère, a-t-il du sens? Alors, je ne parle pas que du sens au niveau purement philosophique, c'est juste avoir du sens au niveau social, sociétal, etc. Est-ce que ça a surtout du sens pour soi-même? Et je pense que c'est toujours bien d'avoir un bon alignement entre ce que l'on fait, voilà, à titre personnel, ce que l'on croit, ses valeurs. Et je pense que déjà, ça sera déjà ça pourra créer, je pense, un bel impact, rien que sur le fait d'aligner les choses. Lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas alignés avec soi, on les fait avec regret, finalement, plutôt remords, mais vaut mieux aligner avec ce qu'on fait. Et moi, j'ai vécu ça, et aujourd'hui, j'ai un bon alignement entre mes sujets de passion, mon métier, mes projets, alors que de par le passé, j'ai pu gérer des projets, c'est plutôt le côté managérial qui me posait problème et qui n'avait pas de sens pour moi. Voilà. Donc, je préfère qu'il y ait un alignement, donc il faut plutôt travailler sur l'alignement. Voilà. C'est une très belle réponse et je pense que l'épisode de la semaine précédente va peut-être creuser en tant que chef de projet comment trouver un sens à mon métier et puis peut-être m'intéresser aux impacts que mon projet a au niveau de la planète, mais aussi sociétal et solidaire, je crois. C'est l'ESS, si je comprends bien. Moi, j'aime beaucoup aussi cette partie-là, même si j'en parle pas dans Projetez-vous, mais l'économie sociétale et solidaire, je crois que ça s'appelle. Sociale et solidaire, tout à fait. Mais juste pour rebondir là-dessus, on peut très bien, en parlant de projet, on peut très bien parler des projets, justement, de l'ESS. Je veux dire, lorsqu'on est dans une association, lorsqu'on est dans le domaine social et solidaire, c'est de la gestion de projet.
Donc, et avec un impact social, mais pas que. Donc, ça peut être, tout est lié en fait. Donc, c'est très intéressant d'aligner tout ça. Et donc, ça donne du sens, je pense, mais c'est pas le sens pour tous. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Quelles sont tes actualités où les auditeurs peuvent te retrouver Alors, mes actualités, en fait, là, je publie régulièrement sur LinkedIn. Après, j'ai des sujets, mais plutôt prochainement, on organise une conférence, mes recherches sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la gouvernance, puis plutôt justement sur les questions de transition et d'impact, justement. Mais ça sera lieu le 23 mai, mais on est plutôt sur des conférences recherche. Et puis là, je travaille actuellement sur différentes publications, dont un livre collectif, on est quand même plusieurs, sur les systèmes d'information décarbonés. Donc voilà, mais ça va sortir, je pense, d'ici la fin de l'année. C'est très bien, ça me donnera l'occasion de te réinviter pour parler de ce sujet-là un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu voir toute ta palette et puis discuter un petit peu de chacune des actions que tu fais. Merci d'avoir échangé sur ces sujets importants et de donner du sens aussi au métier de gestion de projet, de gestionnaire de projet, d'entrepreneur. Et je pense que c'est un réel plaisir et beaucoup de valeur que j'ai eu lors de cet échange. Merci beaucoup, c'était très agréable. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Projetez-vous. Donc, pour plus d'épisodes inspirants comme celui-ci, restez connectés et abonnez-vous à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. Et j'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvette_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.